Découvrez comment les innovations technologiques et pédagogiques peuvent être promues par un futur campus des métiers et des qualifications d'excellence, ou comment préparer les professionnels d'aujourd'hui à relever les défis de demain. En route pour un voyage inspirant à la rencontre des idées qui changent des vies, ici dans les causeries de la pédagogie. Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la pédagogie. Je me présente à vous, Stéphanie Ayered, conseillère en formation professionnelle, pilote du département dédié à l'ingénierie pédagogique et numérique au sein de la DRAFPIC Réunion. J'ai le plaisir d'accueillir ce jour Sandrine Voisin, directrice opérationnelle du futur campus des métiers et des qualifications d'excellence, solidarité et bien-être. Nous allons parler aujourd'hui des innovations technologiques dans la formation sanitaire et sociale et de la mission d'accompagnement à ces innovations technologiques par le campus. Pour commencer, Sandrine, pouvez-vous nous présenter le futur campus des métiers et des qualifications d'excellence dédié aux solidarités et bien-être ? Bonjour Stéphanie. Effectivement, un campus des métiers et des qualifications, c'est un label interministériel qui est attribué à un réseau d'acteurs. Ce réseau d'acteurs, il est construit autour d'un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique territorial. Ce réseau d'acteurs, il est composé des acteurs de la formation tels que les établissements scolaires, les établissements d'enseignement supérieur, les centres de formation d'apprentis, les organismes de formation initiale ou continue, mais également des acteurs professionnels, des fédérations d'employeurs, des associations, collectivités, institutionnelles et des laboratoires de recherche pour couvrir le champ innovation. Ce réseau, il intervient en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, donc relevant de l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue. L'objectif d'un campus, c'est de mettre en synergie l'ensemble de ces acteurs pour apporter une réponse juste, adaptée, concrète et rapide aux besoins des emplois pour ce secteur donné, aujourd'hui, répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais répondre également aux besoins de demain. Puisque les campus des métiers et des qualifications sont nés d'un constat. C'est celui selon lequel 65% des écoliers d'aujourd'hui exerceront demain un métier qui n'existe pas encore. Donc le label de catégorie Excellence pour les campus des métiers et des qualifications, il est attribué lorsque le campus répond à un enjeu socio-économique, territorial, mais également national, particulièrement stratégique et innovant. Et quand il fait valoir une véritable capacité de recherche et d'innovation, et qu'il est encore plus en capacité de rayonner au niveau national et international. Donc les campus des métiers et des qualifications ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est participer à la transformation de la voie professionnelle et à l'attractivité de cette voie professionnelle par la promotion des métiers. Ils ont également pour objectif l'élévation du niveau de qualification et de compétences des apprenants, à savoir les élèves, les apprentis, les étudiants, les stagiaires de la formation continue, mais également les professionnels en activité. Et pour cela, ils couvrent toutes les formations que j'évoquais tout à l'heure, du CAP jusqu'à la licence ou au master ou au diplôme universitaire, en passant par exemple par le BTS. Donc cette élévation des compétences que va accompagner le campus des métiers et des qualifications, eh bien, elle va permettre une amélioration in fine de l'insertion professionnelle sur le territoire dans un secteur donné. Et bien évidemment, le campus, pour y parvenir, eh bien, il va développer des relations entre les établissements de formation, donc entre les acteurs de la formation et les acteurs professionnels. Quelque part, un campus des métiers et des qualifications, c'est le creuset de la relation école-entreprise. Donc, la raison d'être d'un campus, c'est la synergie qu'il va créer au sein de ce réseau d'acteurs que je décrivais, qui va permettre de répondre collectivement aux besoins d'une filière, parce qu'il répondra à plusieurs, on est plus fort que si chacun des acteurs de cette filière y répondait de façon tout à fait individuelle. D'accord, merci Sandrine. Et pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle en tant que directrice opérationnelle du futur campus des métiers, des qualifications, solidarité et bien-être? Bien sûr. Donc moi, j'en suis la directrice opérationnelle, mais avant de décrire quelles sont mes missions, je vais d'abord vous expliquer
comment est gouverné, quelles sont les instances de gouvernance d'un campus des métiers et des qualifications. Donc les campus des métiers et des qualifications sont gérés par une gouvernance régionale qui réunit à la fois les services de la région et ceux de l'État qui sont concernés par la relation emploi-formation et le développement économique des territoires. Donc dans notre cas, la région académique et la région Réunion. Donc chaque campus définit ensuite sa propre instance de pilotage, donc qui va donner les orientations stratégiques de développement du campus, qui va construire sa feuille de route. Vous l'aviez dit tout à l'heure, le campus des métiers et des qualifications d'excellence, solidarité et bien-être est actuellement en cours de projet. Donc cette instance de pilotage, elle est en cours de construction. Et pour répondre à cet objectif de rapprochement du monde économique et du monde de la formation, eh bien, il est prévu d'intégrer dans cette instance de pilotage des représentants, des acteurs professionnels, des fédérations d'employeurs, de façon à être le plus exhaustif et le plus pertinent, surtout possible, dans la construction de cette feuille de route. À la tête du campus des métiers et des qualifications, il y a un directeur de campus qui est le chef d'établissement de l'établissement support du campus. En l'occurrence, l'établissement support, dans notre cas, c'est le lycée Marie Curie, lycée des métiers de la santé, qui se situe à Sainte-Anne. Donc moi, en tant que directrice opérationnelle, eh bien, je vais être la garante de cette feuille de route et je vais devoir m'assurer, alors d'abord de l'impulsion des différentes actions qui vont naître de cette feuille de route, de l'animation, de la coordination, du suivi de ces actions et bien évidemment du bilan que l'on va pouvoir en faire, puisqu'un campus, il est labellisé pour une durée donnée et que pour obtenir un renouvellement de labellisation, eh bien, il faudra qu'on puisse prouver l'apport d'un campus sur le territoire pour un secteur, pour le secteur qui nous intéresse. D'accord. Combien d'années alors ce label ? Alors, la durée de labellisation, elle est variable, entre 3 à 5 ans. Là, nous sommes dans l'attente de la labellisation du campus. Donc, pour l'instant, je ne saurais m'exprimer sur la durée pour laquelle il va être labellisé. Alors, quelles sont les missions précises de ce campus des métiers et des qualifications d'excellence ? Oui, j'ai beaucoup parlé de ce qu'était un campus, mais pas nécessairement du campus des métiers et des qualifications d'excellence, solidarité et bien-être, qui va porter sur les filières d'avenir et en tension, que sont les filières sanitaires, sociales et médico-sociales. Alors la filière sanitaire, elle est justement représentée dans l'intitulé du campus par le terme bien-être, au sens de l'Organisation mondiale de la santé, puisque l'OMS donc définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et la filière sociale et médico-sociale, elle est représentée par le terme solidarité. Donc un champ assez large pour ce futur campus puisqu'il couvre deux filières importantes que l'on peut qualifier de filière du care ou couvrant les métiers du care. Donc concrètement, sur les métiers du care, il va travailler à une meilleure appréhension de l'évolution des compétences requises pour une réponse adaptée aux besoins du territoire. Il va également travailler sur ces deux filières au décloisonnement des métiers du soin et des métiers de l'accompagnement pour les personnes qui seront accompagnées de façon à être sur un parcours de soins ou d'accompagnement sans couture. Et puis, le campus, il va s'inscrire comme un levier d'atteinte des objectifs qui sont définis par les institutionnels dans le champ de la santé et de l'accompagnement de façon générale sur notre territoire. Alors justement, quels sont les besoins identifiés au niveau national et au niveau territorial en matière de soins et d'accompagnement ? Les défis auxquels la filière sanitaire et sociale va devoir faire face sont des défis nationaux. Vous le savez, le secteur connaît une forte croissance des besoins en emploi liés à la fois au vieillissement de la population, mais également aux besoins de garde d'enfants. Et quand on est sur une projection à 1 million d'habitants dans quelques vingtaines
d'années, voilà, eh bien, on peut imaginer les besoins en emploi auxquels va devoir faire face notre territoire, et des besoins accentués par le vieillissement des professionnels du soin également, qu'il va falloir renouveler donc sur le territoire. Donc c'est un vieillissement de la population marqué et en s'accélérant, une augmentation de la population, une prévalence de maladies chroniques plus importante sur notre territoire, peut-être qu'au niveau national, et un taux de dépendance plus important également. Donc ces défis auxquels les filières sanitaires et sociales vont devoir faire face dans la préparation des apprenants actuels, eh bien, elles vont aussi concerner les professionnels en poste, puisque cela va exiger d'eux un maintien, voire une élévation ou un renouvellement des compétences, et notamment l'intégration de nouvelles compétences telles que le numérique ou encore l'accompagnement du bien vieillir pour les personnes en situation de dépendance que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, on le voit, on a à la fois des défis territoriaux, nationaux, auxquels répondre, mais également des grands plans qui sont pilotés au niveau national et dans lesquels il faut inscrire les actions du campus. Donc le plan bien vieillir, le plan pauvreté, le plan des 1000 premiers jours accompagnant les enfants, le plan numérique en santé. Enfin voilà, on a beaucoup de sujets et de thématiques à aborder. Le champ est vaste. Donc un campus des métiers, des qualifications, c'est aussi un lieu de formation, d'innovation, d'expérimentation. Complètement. C'est un lieu d'expérimentation, d'innovation qui doit se situer au plus près du monde économique et qui doit vraiment être pensé en tant que tel pour toujours être dans cet objectif d'adaptation de l'appareil formation aux besoins de demain. D'accord. Alors justement, puisque vous évoquez l'expérimentation induite par les campus des métiers et des qualifications, je propose de regarder ensemble quelques images qui montre l'utilisation d'un simulateur de vieillissement. Et Sandrine, pouvez-vous nous expliquer l'importance de cet outil dans la formation ? Bien sûr. Alors, ce simulateur de vieillissement, c'est un outil pédagogique qui permet à ses utilisateurs d'expérimenter les défis physiques et mentaux associés au vieillissement. Donc en imitant les difficultés telles que celles liées à la mobilité, à la vue, à l'ouïe et à d'autres sens, cet outil offre un aperçu de ce que signifie vieillir. Donc il est utilisé dans les formations sanitaires et sociales pour montrer la réalité du vieillissement aux apprenants en formation initiale, mais également aux apprenants en formation continue. Il n'est pas destiné qu'aux élèves, aux apprentis, il est également à destination des professionnels qui œuvrent déjà auprès des personnes vieillissantes. Donc ce simulateur de vieillissement que nous utilisons, il a été créé et développé par un ergonome. Donc c'est un ensemble sophistiqué, on peut le voir, de composants qui reproduisent les différents défis physiques et sensoriels que les personnes âgées rencontrent au quotidien. Donc on le voit aux images. Il intègre par exemple des lunettes de simulation spécifiques qui simulent différentes maladies oculaires liées à l'âge. Il intègre un casque auditif simulant une perte d'audition à haute fréquence, un gilet de poids qui permet aux apprenants de faire l'expérience d'une courbure de la colonne vertébrale, d'une faiblesse posturale, d'une perte de force ou d'une restriction de la mobilité. Les gants qui sont là pour démontrer la restriction de la mobilité des mains, la diminution de l'agilité, la diminution de la sensation tactile. Les poids aux chevilles qui viennent simuler une perte de force musculaire, une coordination altérée, une démarche incertaine et qui, associée à des surchaussures que l'on voit également à l'image, viennent contribuer à simuler cette démarche hésitante des personnes âgées. Donc l'utilisation d'un simulateur de vieillissement, il répond à plusieurs objectifs pédagogiques, je l'ai dit, c'est identifier les conséquences des déficiences motrices et sensorielles pour la personne âgée, comprendre et appréhender la communication entre le professionnel du care et
l'usager vieillissant, mais également la communication entre usagers vieillissants, s'imprégner d'astuces qui vont permettre de mettre la personne âgée en situation adaptée et en situation de confort. Quand on va lui présenter un verre d'eau, quand on va lui parler, quand on va l'inviter à se lever, à manger, eh bien, c'est savoir de quelle manière on va amener ces activités-là qui relèvent des actions du quotidien. Et donc, l'objectif est donc toujours pour l'apprenant ou le professionnel testant le simulateur, eh bien de trouver, de s'approprier le bon niveau d'intervention dans sa pratique professionnelle pour éviter aussi bien l'hyperstimulation que l'hypostimulation. Donc, le simulateur de vieillissement en soi, c'est un outil pédagogique qui existe depuis de nombreuses années. Maintenant, je ne saurais dire depuis combien de temps, mais voilà, il est existant depuis de nombreuses années. Il est peut-être encore à développer davantage dans les formations sanitaires et sociales, et notamment dans celles à destination des professionnels du CARE. Pour autant, ici, si nous le présentons aujourd'hui, c'est parce que nous le considérons comme une innovation pédagogique, les modalités d'utilisation de ce simulateur. Si les mises en scène doivent permettre aux apprenants de comprendre en temps réel en quoi certaines activités peuvent devenir plus difficiles pour les personnes âgées et qui vont consister pour ces mises en scène à des simulations de déplacement, de prise de repas, de lecture. La preuve en est sur les images que nous venons de voir. Eh bien, ce que nous proposons, c'est de sensibiliser différemment les apprenants en leur faisant pratiquer leur propre activités du quotidien, de façon à ce qu'ils soient en mesure de mesurer le gap entre ce qu'ils étaient en capacité de faire et l'impact du vieillissement et donc de ces pertes de ces déficiences lors de l'utilisation du simulateur. Et donc, par exemple, ça va être de s'essayer à son sport habituel, à un parcours sportif, de jouer quel que soit le jeu. Ça peut être aussi un jeu vidéo qui va simuler une activité sportive ou qui va, par exemple, simuler de la danse. Oui. L'objectif, c'est vraiment de faire tester à l'apprenant le simulateur dans une situation du quotidien qui lui appartient. D'accord. Voilà. Bon. Et c'est d'ailleurs ce que je vous propose de faire, Stéphanie, et c'est d'essayer alors une partie du simulateur de vieillissement, donc des lunettes de simulation d'une rétinite pigmentaire et donc les fameux gants qui viennent simuler la perte d'agilité, de perte de sensation dans les mains. Bon, merci Sandrine pour ce test. Alors. Donc, nous avons effectivement des lunettes que je vais pouvoir tester. Alors. Oula. Alors, si j'essaye de lire, effectivement, je m'aperçois que tout est devenu très très flou. D'accord. Et j'espère que mon cerveau s'adapte au bout de quelques secondes, mais ce n'est pas si évident que ça. D'accord. Donc là, on simule... Vous m'avez dit quelle une pathologie ? Rétinite pigmentaire. Rétinite pigmentaire. Et on le voit, le champ de vision est... D'accord. Donc, la vision est altérée et il est réduit. D'accord. Et vous nous proposez également... Donc des gants. Des gants. Qui Alors, viennent... Je vais essayer de les passer. Voilà. C'est certainement l'étape... Oui, c'est ça, déjà. Le premier test est là, déjà. Donc ça vient simuler la perte d'agilité, de sensation tactile dans les mains. Donc vous l'essayez sans sous-gants, mais... Oui, c'est ça. Alors, je vais tester la main droite. Voilà. Donc je vous invite à, par exemple... Alors là, on va rester, puisqu'on est dans le contexte des causeries, on va rester sur un test accessible. Donc la recherche de monnaie dans le porte-monnaie, pourquoi pas de surfer sur votre téléphone qui est près de nous. Oui, tout à fait. Alors, on va essayer. Alors c'est vrai qu'on se sent quand même beaucoup moins à l'aise. Et là, vous avez gardé une main de libre, en plus, Stéphanie. c'est vrai, j'ai triché. Donc quelque part, j'avoue, voilà. Au niveau tactile, au niveau des doigts, ça va encore. C'est sur la main en fait.
Oui, c'est la mobilité, c'est vraiment l'agilité, la mobilité de la main. Oui. Bon. Donc, différentes recherches ont été menées sur l'intérêt d'utiliser cet outil pédagogique, et elles ont montré une vraie capacité, un vrai développement de la capacité de développement d'empathie des conditions de vie d'une personne âgée, et de la capacité à se mettre dans la situation d'une personne âgée. Il favorise vraiment une meilleure compréhension des défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, une meilleure compréhension de l'état physique lié au vieillissement pour une personne âgée, qui vont permettre aux soignants et aux professionnels de santé de se mettre à leur place, et ainsi de comprendre les difficultés liées à la mobilité, à la vision, à l'audition, et que parfois, effectivement, ça va amener un petit retour d'expérience, et de se dire, oui, c'est vrai, quand je présente par exemple un verre d'eau, ou quand je parle à cette personne, ou quand je m'adresse à elle, je ne suis pas dans son champ de vision au regard de la maladie oculaire qu'elle présente, ou je ne lui présente pas le verre d'eau dans un champ qui lui permet d'y accéder. Voilà ce que ça permet. Et donc, in fine, c'est une amélioration des pratiques professionnelles que cela amène. Et en vivant l'expérience du vieillissement, les apprenants, j'aime à dire qu'ils font un voyage vers le futur. Oui. Et en pratiquant ce voyage, ils réfléchissent à la façon dont ils peuvent interagir avec leurs aînés, et ajuster leurs méthodes de communication et leurs gestes et attitudes au quotidien, dans leur pratique. Ok. Alors, quelles autres innovations technologiques prévoyez-vous de promouvoir dans les différents parcours de formation que couvre le campus des métiers et des qualifications ? Oui, alors plusieurs, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le campus des métiers et des qualifications, c'est un lieu d'innovation et d'expérimentation. Alors, pour assurer la continuité avec ce que nous venons d'évoquer sur le simulateur de vieillissement, donc il est prévu de le compléter d'autres simulateurs, tels que celui du tremblement essentiel des mains, ou encore de l'essoufflement lié aux maladies respiratoires. Donc ça, c'est la complétude du matériel pédagogique que nous avons ici. Mais de façon plus globale, le campus a également pour intention donc de produire des parcours hybrides de formation portant sur les thématiques majeures des secteurs sanitaire, social et médico-social, et permettant ainsi de répondre justement aux grandes orientations nationales que j'évoquais tout à l'heure, ou aux grands défis auxquels il va falloir faire face dans un temps relativement restreint. C'est par exemple le numérique en santé, l'égalité professionnelle femmes-hommes, le handicap et la responsabilité sociétale des organisations, la communication en équipe, etc. Donc voilà, des thématiques qui vont être à aborder via des parcours hybrides. Dans le champ de la formation dite technique professionnelle, puisque ce sont des formations professionnelles, donc dans le champ de la formation technique, le campus étant un réseau d'acteurs, ça va être de s'appuyer sur l'ensemble de ce réseau pour mettre en place des séances de travaux justement pratiques, toutes ces séances techniques d'appropriation des gestes professionnels en milieu professionnel. Donc au plus près de la réalité de l'exercice du métier derrière. Donc en mettant en place ces formations, généralement ces formations, elles sont faites sur plateau technique dans les établissements de formation. Là, la proposition, c'est de les mener au plus près, donc en milieu professionnel. Autre intention, c'est de proposer ce qu'on appelle la gamification de la formation professionnelle, c'est-à-dire d'introduire une activité ludique dans un parcours de formation, voire un parcours d'orientation. La gamification étant à dissocier du développement des jeux sérieux, qui est une autre intention du campus des métiers et des qualifications. Le développement des jeux sérieux reposant, pour rappel ou information, sur des développements, sur l'utilisation du jeu en formation qui ne sera pas que du jeu vidéo. Ça peut être du jeu de cartes, du jeu de plateau, qui va être utilisé, contextualisé sur la filière, sur un métier, sur une compétence, et qui va permettre d'apporter les connaissances par le jeu, sinon de travailler des compétences techniques, sinon comportementales, par exemple. Autre intention en termes d'innovation pour le campus des métiers et des qualifications, ça va être de développer des outils d'immersion
professionnels en réalité virtuelle. Donc proposant des expériences qui seraient donc stimulantes, interpellantes, qui seraient conçues pour susciter une réflexion vraiment approfondie des apprenants. Et sur des thèmes cruciaux, que cela soit dans une problématique de formation, dans un contexte de formation professionnelle ou dans une dynamique d'orientation. D'accord. Le campus, nous l'avons dit, a pour objectif de travailler à l'attractivité des métiers et à la promotion de ces métiers. Et donc, au travers de ces outils de réalité immersive, virtuelle immersive, eh bien, nous pourrons présenter aux apprenants les réalités des métiers vers lesquels ils ambitionnent de s'orienter. Enfin, autre innovation, ça va être de développer des plateaux techniques innovants pour la formation, donc proposant des solutions techniques, là pour le coup en concertation avec nos partenaires, acteurs de l'innovation sur le territoire, et de partager ces innovations, enfin de faire tester ces innovations techniques à nos apprenants comme aux professionnels du soin, et donc de les faire venir sur ces plateaux techniques de façon à pouvoir les tester et les intégrer ensuite dans leur pratique. D'accord. Le projet pédagogique du campus, des métiers et des qualifications, il repose sur plusieurs axes, sur 5 axes. Et un de ces axes, c'est l'expérimentation et l'innovation, dont l'objectif est vraiment de renforcer les liens entre les laboratoires de recherche, les plateformes technologiques que compte le territoire, les acteurs de l'innovation et tous les membres du campus, donc les acteurs de la formation, les professionnels. Donc si le campus, il doit justement au travers de cet axe impulser une dynamique en termes d'innovation pédagogique, il est certain que bon nombre d'établissements scolaires et d'organismes de formation initiale ou continue mettent déjà en place des solutions pédagogiques innovantes. L'objectif du campus sera donc d'impulser surtout une dynamique de partage, de favoriser les rencontres entre les différents acteurs de la formation, mais également avec les acteurs professionnels non constituant le campus, et en capacité de mesurer l'impact de ces différentes approches pédagogiques sur la formation professionnelle des apprenants. Et l'objectif, l'intérêt du campus, ça sera donc de mettre en réseau, de faire connaître toutes ces innovations pédagogiques pour, derrière, en identifiant les bonnes pratiques, les faire essaimer au sein de l'appareil formation au sens très large. Donc les projets d'innovation du campus, vous l'avez dit, c'est un projet qui est en cours de construction. Donc les projets d'innovation le sont également. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'ils seront à construire en réseau, vraiment. Ça n'est pas un acteur qui va, à un moment donné, construire son approche pédagogique. Cette approche pédagogique, elle va être éprouvée, testée et partagée au sein du réseau. Et c'est en faisant notamment le rapprochement entre le monde des professionnels et le monde de la formation que ça va pouvoir se faire, puisque les besoins, les constats des professionnels vont permettre et vont venir aussi nourrir ces projets d'innovation pédagogique. Donc en conclusion, le campus, lorsqu'il sera labellisé, aura pour mission de créer une communauté de pratiques innovantes et de réflexion autour des métiers du care. D'accord. Le réseau, la communauté, des termes essentiels. Sandrine, pourquoi les innovations technologiques que vous avez évoquées précédemment sont-elles essentielles dans votre domaine ? Alors d'une part, nous l'avons dit, parce qu'elles vont viser à répondre aux évolutions des métiers de demain. Nous le disions tout à l'heure, les métiers que 65% des écoliers d'aujourd'hui vont devoir exercer demain n'existent pas encore. Et d'autre part parce que les innovations pédagogiques, alors elles sont essentielles.
dans toute formation. Mais je dirais qu'elles le sont encore plus quand on travaille dans une filière, dans des filières qui portent sur l'humain. Et les innovations permettant d'éprouver, de s'entraîner, de tester avant de mettre réellement en pratique, en situation réelle. Et la rencontre de créateurs d'innovation technologique, en quoi est-elle importante également ? Elle va permettre la rencontre entre les acteurs de l'innovation qui font partie intégrante du campus et les futurs utilisateurs que sont à la fois les apprenants et les professionnels du soin. Elles vont permettre d'identifier, de caractériser les besoins réels et de faire converger le besoin et l'innovation pédagogique attendue. Donc c'est vraiment, c'est essentiel de façon générale, mais encore plus quand on traite de l'humain. Comment ces approches pédagogiques impactent-elles l'apprentissage et le développement des compétences des apprenants ? Alors les approches pédagogiques, lorsqu'elles sont innovantes, elles favorisent une compréhension en profondeur et une meilleure mémorisation des informations. Parce qu'elles rendent l'apprentissage plus intéressant, plus stimulant, et on le voit, ça augmente la motivation des apprenants, quels qu'ils soient. Par ailleurs, les pratiques innovantes, lorsqu'elles sont en lien avec les innovations technologiques du secteur et in fine l'évolution à venir des métiers, elles permettent la proposition de programmes de formation qui vont être derrière en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Et je conclurai en disant que l'innovation en éducation de façon générale, elle favorise également le développement de soft skills, tels que la créativité, le travail en équipe, la capacité à résoudre des problèmes qui vont rendre ensuite les apprenants plus adaptables au monde du travail. Et travailler avec eux, c'est sur cette capacité, via les innovations, sur cette capacité à innover, va permettre aussi, in fine, aux structures de pouvoir avancer et aller vers des innovations technologiques supérieures. Alors toujours sur cette thématique de l'évolution des technologies dans le domaine de la formation, dans le domaine du care, sanitaire et social, nous n'avons pas encore évoqué le cas de l'intelligence artificielle. Qu'en pensez-vous, Sandrine ? Effectivement. Alors, l'intelligence artificielle, elle va concerner tous les secteurs et également les filières sanitaires, sociales et médico-sociales. Et d'ailleurs, elle participe déjà à l'amélioration de certaines pratiques ou à l'accompagnement plus qu'à l'amélioration de certaines pratiques professionnelles. Par exemple, certains services vont utiliser l'IA pour bien concevoir des plannings d'intervention. Quand on sait le temps que ça prend pour un encadrant de service, c'est un gain de temps non négligeable. L'IA va aussi être utilisée dans le pronostic de certaines, dans le diagnostic de certaines maladies. Pas seule, mais combinée à l'analyse humaine, elle devrait permettre d'augmenter les chances, je vais dire, de diagnostic d'une maladie. Et puis, au-delà de cela, elle va permettre la création d'outils. Et d'ailleurs, au travers d'un partenaire, d'un futur partenaire du campus, des métiers des qualifications, solidarité, bien-être, nous allons tester un outil qui repose sur l'IA et qui va permettre, via des captures vidéo, de filmer les apprenants comme les professionnels dans leur quotidien, dans leurs pratiques, dans leurs gestes et postures, et de corriger ces gestes et postures si celles-ci devaient ne pas être adaptées ou provoquer à terme des troubles musculo-squelettiques. Or, on le sait, les troubles musculo-squelettiques, ils concernent les professionnels du soin, mais pas que. Là, on est vraiment dans un champ large du campus, dans le sens où c'est la prévention de la santé pour l'ensemble des travailleurs, quel que soit le secteur d'activité. Mais
Voilà, cet outil-là, donc qui repose sur l'IA, va permettre d'évaluer lorsqu'on est sur, et si on revient au métier du soin, sur de la manipulation, si les gestes permettent de préserver sa propre intégrité physique. Intéressant. Avant de conclure, Sandrine, pouvez-vous partager avec nous les projets futurs et les perspectives liées à l'innovation pour le futur campus des métiers des qualifications d'excellence santé, solidarité et bien-être? Bien sûr. Alors l'innovation que l'on a évoquée tout à l'heure, lorsque je vous ai évoqué les jeux sérieux, la gamification, les parcours hybrides, portaient vraiment sur la formation professionnelle. Mais le campus, je l'ai dit, et peut-être même répété, c'est un lieu d'innovation et d'expérimentation. Donc l'innovation ne va pas concerner que la formation professionnelle et que les méthodes pédagogiques. Elle va aussi, par exemple, concerner les modalités d'orientation des apprenants en formation, leurs modalités de sélection, de positionnement. C'est ce qui va leur permettre, l'innovation va devoir nous permettre la découverte des métiers, de lui rendre compte aussi de la réalité des métiers. L'innovation va devoir nous permettre également, via cette découverte du métier, de sécuriser les parcours en formation. Sur les métiers du care en particulier, nous mesurons des taux d'abandon en début de formation ou en cours de formation relativement importants parce que les apprenants n'ont pas été peut-être suffisamment avertis, préparés à ce à quoi justement ils se prédestinent. À la réalité de la maladie, alors même du toucher, de la souffrance, du vieillissement, du handicap. Et il y a ce qu'on a perçu, ce qu'on a anticipé, mais la réalité. Et donc l'objectif, ça va être par l'innovation, de rendre compte de cette réalité pour sécuriser les parcours de formation. Autre innovation au dehors de la formation professionnelle, des modalités d'orientation, ça va être également de créer des parcours de formation innovants de type passerelle. Et par exemple, d'identifier entre deux certifications professionnelles les recouvrements et donc partir de ces recouvrements pour potentiellement construire des passerelles qui n'existeraient pas encore. D'accord. Voilà, d'en faire des tests. Et puis, bien évidemment, l'innovation, elle va passer par, elle va se concrétiser par l'identification des besoins des professionnels du secteur. Ça va être quand on identifie un besoin en formation sur un métier donné ou la création d'une formation, le campus va être là pour répondre à ce besoin-là. Il va réfléchir en réseau à la mise en œuvre de cette action de formation sur le territoire, soit de façon ponctuelle, soit de façon pérenne, puisqu'on sait que c'est un métier qui sera, ou une évolution du métier qui sera à travailler dans le temps. Donc, l'innovation, si je résume, elle doit permettre de répondre aux problématiques d'attractivité des filières sanitaires, sociales et médico-sociales. Elles doivent permettre de rendre compte de la réalité d'exercice des métiers. Elles doivent permettre de rendre compte des parcours possibles et de la mobilité professionnelle aussi, et répondre aux enjeux de recrutement, au-delà même des innovations pédagogiques en formation professionnelle. Très bien, merci beaucoup Sandrine pour cet échange très riche, complet, intéressant, qui permet de mesurer l'intérêt, l'importance de ce mot excellence au sein du futur campus des métiers des qualifications d'excellence, solidarité et bien-être. Merci à vous Stéphanie. À bientôt. À bientôt.